On va aller prendre le pouls tout de suite à l'Élysée. Retrouver notre envoyé spécial, Yohann Baudin. Bonjour Yohann. Encore une réunion de la coalition des volontaires, diront certains. Pour faire quoi cette fois exactement? On nous dit qu'il s'agit d'afficher les convergences de chacun sur les garanties de sécurité à fournir à Kiev. Oui, exactement, Elisabeth. Il s'agit d'afficher une reconvergence. C'est le terme employé ici par l'Élysée pour caractériser les efforts de cette coalition de volontaires pour faire revenir dans le jeu les États-Unis dans leur soutien à l'Ukraine. Vous le savez, les Européens ont été pris de court par les déclarations du président Trump l'an passé, pris de court aussi avec l'arrêt temporaire du soutien militaire américain à l'Ukraine, mis à l'écart aussi des négociations, que ce soit en Alaska ou à Genève. Bref, des Européens qui ont dû en urgence se coordonner pour prendre le relais dans le soutien financier et militaire à Kiev, avec ce risque également d'un désengagement américain sur le continent européen. Le président Zelensky est à Paris, tout comme 35 pays représentés, 27 chefs d'État et de gouvernement en présentiel. Cela ne s'était pas produit depuis un an. Cette coalition de volontaires pour l'Ukraine était à l'origine une initiative franco-britannique. Elle s'est élargie avec l'Australie, par exemple, le Canada. Et cette fois-ci, c'est l'émissaire américain Steve Witkoff qui sera présent, tout comme Jared Kushner, le gendre de Donald Trump pour les États-Unis, ainsi que le commandant suprême des forces américaines en Europe. Reconvergence donc aussi pour soutenir les intérêts ukrainiens, tant les conditions d'un cessez-le-feu et d'un éventuel accord de paix dans les négociations entre Américains et Russes étaient défavorables aux Ukrainiens, avec ces conditions fixées par le Kremlin, comme par exemple la volonté de s'accaparer des territoires qui n'ont pas été conquis militairement dans le Donbass. Il va donc être question de ce cessez-le-feu, sur quelle ligne de front et des garanties pour qu'il soit respecté. Merci beaucoup, Yohann Baudin. Il se trouve que le projet de déclaration est en train de tomber. Il y aura une conférence de presse, évidemment, en fin d'après-midi, qu'on va vous faire vivre en direct. Mais déjà, ces éléments d'information qui nous parviennent, Bruno Darroux, on va peut-être les décrypter ensemble. On apprend que la coalition des volontaires évoque un mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu dirigé par les États-Unis. Les alliés de Kiev sont prêts, nous dit également le communiqué, à un système de garantie politiquement et juridiquement contraignant. Oui, alors c'est un peu tout l'objet de cette discussion, avec beaucoup de points d'interrogation et beaucoup d'hypothèses quand même, il faut le souligner. Bon, cette réunion de la coalition des volontaires, donc 35 pays représentés tout de même, 27 chefs d'État et de gouvernement, ils vont effectivement parler des garanties de sécurité, mais les garanties de sécurité, il faut bien que nos téléspectateurs comprennent qu'elles seraient mises en place après un cessez-le-feu. Donc on va aussi parler pendant cette réunion des conditions d'un cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu sur une ligne de front de 1400 km, c'est absolument énorme. Il va falloir évidemment le surveiller. Ça va être aussi un des points de discussion aujourd'hui. Qui va le surveiller ? Comment est-ce que les Américains, grande question, participeront à cette surveillance, ce qui paraît absolument indispensable avec leurs drones et surtout leurs satellites. La présence, ça c'est une première quand même, une forme de petite victoire diplomatique, notamment pour Emmanuel Macron. La présence aujourd'hui des deux négociateurs américains, Steve Witkoff, Jared Kushner, c'est une première, alors même, rappelons-le, que les États-Unis ne font pas partie de la coalition des volontaires. Donc, là, l'extrait que vous avez cité veut dire que cette coalition des volontaires veut aller jusqu'à un système politique et juridique contraignant. Mais contraignant pour qui ? Contraignant pour Moscou et entre les alliés, bien évidemment, pour garantir la sécurité de l'Ukraine après un cessez-le-feu. Donc, ça veut dire très certainement une force multinationale sur le sol ukrainien, avec peut-être un premier, deuxième, troisième rideau, et toujours la question de ce qu'on appelle parfois le backstop américain, c'est-à-dire les Américains ont recours ultime, que ce soit pour la surveillance du cessez-le-feu dont je parlais, ou la qualité des garanties de sécurité offertes à l'Ukraine. C'est effectivement en train de tomber, cette question de la force multinationale dont on nous parle quand même depuis des mois. Le document nous dit les garanties de sécurité incluraient une force multinationale afin, je cite, de soutenir la reconstruction des forces armées ukrainiennes et d'appuyer la dissuasion face aux Russes. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça ? On est en train de commenter des extraits là, qui sont en train de tomber. Il y a les Américains qui participent, Steve Witkoff, Jared Kushner, pas de Trump ni de Marco Rubio, parce qu'on sait qu'ils sont préoccupés par le dossier Venezuela à Washington en ce moment, que les efforts des Européens ont payé, y compris
ces dernières heures, ces derniers jours, on les a vus marcher sur des œufs quand même après la crise à Caracas. Alors, oui, il y a deux choses en fait. Il y a effectivement là tout de suite, ces dernières heures, ces derniers jours. Ah, vous savez, hein, les relations diplomatiques, parfois, c'est compliqué, tortueux. Faut parfois avaler des couleuvres au nom de la réelle politique. C'est un peu ce que font les Européens sur le dossier vénézuélien. C'est-à-dire que ils ne condamnent pas trop fortement le coup de force de l'administration Trump. Ils laissent d'ailleurs plutôt, puisque Antonio Guterres s'est exprimé il y a quelques heures, le patron de l'ONU dire que ce qu'ont fait les États-Unis est totalement non respectueux de la charte internationale de l'ONU mise en place après la Seconde Guerre mondiale sous l'égide des États-Unis. On peut quand même au passage le rappeler. Mais les Européens, effectivement, ils ont voulu, oui, ménager Donald Trump pour ne pas compromettre leurs efforts sur l'Ukraine, alors même que depuis quand même le mois de novembre notamment, eh bien, il y a eu une accélération des tractations pour essayer de parvenir à un accord de paix sous l'égide quand même des États-Unis. Donc ça s'appelle de la réelle politique. On ne frappe pas trop fort. Certains discuteront de la comment dire, de la qualité de cette faible condamnation. Par exemple, ce matin, l'ancien président François Hollande a expliqué qu'il aurait fallu être beaucoup plus ferme vis-à-vis de Donald Trump. Bon. Certains estiment que c'est une erreur de ne rien dire. Oui, voilà. On peut pas dire qu'ils n'ont rien dit, puisque alors Emmanuel Macron, dans un premier temps, s'était félicité qu'un dictateur soit tombé, et ensuite il a désavoué la méthode. Certains ont dit, dont François Hollande d'ailleurs, il aurait mieux valu commencer par dire ça, et ensuite dire bon, un dictateur est quand même tombé. Mais si vous voulez, il n'y a pas de lien direct évidemment entre le Venezuela et l'Ukraine. Le point direct, c'est l'administration Trump. Il faut pas trop les fâcher si on veut les garder à bord de l'Ukraine, parce que cette coalition des volontaires, si on se replace il y a quelques mois, ça a été mis en place sous l'égide de la France et de la Grande-Bretagne, les deux pays dotés de l'arme nucléaire et d'une armée qui tient la route, si j'ose dire. C'était quand même à l'époque, il faut s'en souvenir, au mois de mars dernier, pour éviter que les États-Unis ne lâchent l'Ukraine. L'expression a d'ailleurs été employée hier par un conseiller diplomatique de l'Élysée. Donc, de ce point de vue, on peut dire que beaucoup de chemin a été fait quand même depuis quelques mois. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, ces réunions, ça sert pas à grand-chose, c'est du blabla, etc. » Mais néanmoins, ils ont réussi à réaffirmer un soutien à l'Ukraine et surtout, même pas un an après la création de cette coalition des volontaires, ils arrivent à faire en sorte que les négociateurs américains viennent quand même participer à cette réunion de la coalition des volontaires. Et finalement, ils ne vont pas dire concrètement qu'il s'agisse du cessez-le-feu ou des garanties de sécurité. Ils ne vont pas dire concrètement il y aura tant de troupes là, ils se déploieront de telle ou telle manière. Évidemment, on ne va pas donner toutes ces informations aux Russes. Mais l'objectif de la réunion d'aujourd'hui, de la part de la coalition des volontaires, c'est de dire oui, il y a reconvergence, comme ça a été évoqué, c'est le terme de l'Élysée, entre Européens, Américains et Ukrainiens. On se reconnecte. La coalition des volontaires va dire, en gros, bah voyez, nous, on est prêts, nos chefs d'état-major travaillent ensemble. Bon, maintenant, nos chefs d'état-major, les militaires, ils ont besoin d'un signal clair des politiques. On travaille ensemble, mais quel est l'objectif ? Un déploiement, comment, etc. Donc, ils vont essayer de délivrer ce message politique. Et puis après, il y a un message à destination des deux négociateurs américains sur le mode, bah, vous voyez, nous, on est prêts, on peut mettre tout ça en place, cesser le feu, garantie de sécurité, on a travaillé dessus, on a bossé, si vous me passez l'expression. Maintenant, c'est à vous, les Américains, d'amener à la table des négociations les Russes et de leur faire accepter certaines choses qui, pour le moment, sont inacceptables, comme par exemple la présence de troupes européennes ou otaniennes sur le sol ukrainien. Donc en fait, ils vont quelque part mettre la balle dans le camp américain. Et quand on repense encore une fois à la situation qui prévalait au mois de mars, de ce point de vue, on peut quand même parler d'une forme de remontada, si vous me passez là aussi l'expression, des Européens en appui de Kiev par rapport à la situation du printemps dernier.